bienvenue sur le plateau de Y'a pas photo. Ce soir, on va vous faire rêver, peut-être même un petit peu trembler, puisqu'on va vous raconter les histoires étonnantes et drôles des extraterrestres et de tous ceux qui ont vu des ovnis. Avec des témoignages troublants, avec des documents exceptionnels, la preuve tout de suite, le sommaire. En 1997, en Arizona, des milliers de personnes ont clairement vu un ovni flotter dans le ciel de Phoenix. Si c'est le cas le plus récent, ce n'est évidemment pas le seul témoignage sur des formes étranges dans le ciel. Amateurs ou officiels, longue est la liste des documents classés aujourd'hui top secret, mais surtout encore inexpliqués. Nous verrons que voir un ovni, c'est peut-être le début des ennuis. De nombreux témoignages confirment l'existence des Men in Black, ces agents très spéciaux qui vous aident à perdre la mémoire lorsque vous êtes convaincu d'avoir aperçu un petit homme vert. Quand les pilotes d'avion, les militaires et les radars commencent à avoir du mal à identifier un objet volant, on peut penser qu'il y a ovni sous roche. Engins surdimensionnés, lumières aveuglantes et vitesse de déplacement incalculables, même les plus grands spécialistes ont franchement de quoi se poser des questions. La Russie est-elle tombée entre les mains d'un homme venu d'une autre planète? Vladimir Poutine a de la poigne et une forte tête. Georges Chetoshin nous décortiquera les gestes de cet extraterrestre de la politique. Rencontrer le troisième type n'est pas donné à tout le monde. Certains affirment avoir été déjà kidnappés et racontent leurs souvenirs. Et si les extraterrestres étaient simplement venus pour faire connaissance? Nous verrons en fin d'émission que ça peut arriver aux plus cartésiens. La preuve avec le témoignage d'un juge français qui viendra nous raconter qu'il est persuadé d'avoir rencontré les E.T. En fin d'émission, nous nous demanderons s'ils sont déjà parmi nous. Vous verrez des choses tout à fait étonnantes. Et puis au cours de cette émission, vous le savez, maintenant vous êtes habitués chaque lundi, 2 appareils photo à gagner, un pour un téléspectateur et un pour une personne du public. Alors pour parler des extraterrestres, eh bien, nous avons invité le seul extraterrestre connu de la télévision, mesdames et messieurs. Il sévit tous les soirs chez Vincent Lagaffe, Bill. Salut Bill. Salut mes amis terriens. Vous avez la patate les gars. J'adore. Je suis populaire. Et tu vas voir Bill, on peut se tutoyer. Bah, c'est un honneur. Tu vas voir en plus que nous t'avons réservé une magnifique surprise. Une terrienne comme tu les aimes, mesdames et messieurs, Sandy Valentino. Bonsoir Sandy. Bill, Sandy, Bill. Bonsoir Sandy. Je t'aime beaucoup et je connais tes chansons. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Tu vois, je t'écoute toujours. Alors, c'est vrai que depuis 50 ans, les témoignages sur la présence d'ovnis dans l'atmosphère terrestre se multiplient. Nous avons essayé de rassembler pour vous les documents et les récits les plus récents et les plus étonnants à travers le monde. La plupart n'ont aucune explication, sinon justement celle de l'existence réelle d'ovnis. Nous sommes en 1998 en Israël, comme en Belgique 8 ans plus tôt, une vague d'objets volants non identifiés survole la Terre Sainte. Plus de 400 observations sont faites en 2 mois. Cette femme est l'une des 30 témoins à avoir filmé. On conduisait quand on a cru voir un orage. En fait, c'était un vaisseau spatial. Et quand on a filmé, on a vu en sortir 3 ballons lumineux. C'était un objet énorme en métal, bien plus gros qu'un avion. Apparition inexpliquée, trucage, images difficiles à décrypter. Malgré les plus hautes technologies déployées par les scientifiques du monde entier depuis 50 ans pour piéger sur pellicule les fameux ovnis, les documents amateurs restent à ce jour les seuls témoignages visuels de la présence extraterrestre. L'un des cas les plus étonnants est celui de Phoenix. En 1997, pendant de longues minutes, des milliers de personnes observent d'étranges lumières qui stationnent sans faire de bruit au-dessus de la ville. Les scientifiques se penchent sur ce document. Les premières études sont incroyables. L'OVNI est immense, il mesurait au moins 2 km d'envergure. Tout le monde sait que quelque chose d'anormal s'est passé cette nuit-là. Et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu ou entendu auparavant concernant notre technologie. Le vaisseau spatial survole non seulement Phoenix, mais traverse tout l'état de l'Arizona. On parlera d'un nouvel avion expérimenté par les militaires américains, mais ce contrôleur aérien semble dubitatif. Quand on voit l'intensité lumineuse aveuglante, il est difficile de croire que des avions aient pu s'aligner si parfaitement, à la même distance les uns des autres. Ou alors, c'est une expérience militaire dont on ne sait rien. Quoi qu'il en soit, les chercheurs sont formels. Ces images prises au-dessus de Phoenix ne sont pas truquées. À ce jour, vu les connaissances humaines, personne n'a d'explication rationnelle à fournir. Les Américains ont bien vu ce soir-là
ce que l'on appelle un objet volant non identifié. Sandy, je voyais vos yeux qui étaient... C'est génial. Vous, il paraît que vous avez vu des extraterrestres quand vous étiez enfant. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. J'ai vu des extraterrestres dans le jardin de mes parents. Ouais. Juré. Ah ben non, mais on vous croit complètement. Et c'était quoi? C'était comment? C'était une nuit, en fait, je me suis réveillée d'une manière pas normale, parce que normalement, quand vous vous réveillez, vous bâillez, vous étirez, vous tournez dans votre lit et tout. En fait, j'ai ouvert les yeux, j'ai retiré la couette de mon lit, je me suis agenouillée devant la fenêtre, j'ai ouvert les rideaux et j'ai attendu. Et là, j'ai vu de loin descendre une forme lumineuse, se poser au fond du jardin tout au fond, une porte s'ouvrir, deux forme, je dirais, humaine, puisque c'était en longueur. Ah, mais c'est une grosse vision quand vous avez eu, hein? Ah, mais moi, je suis persuadée de les avoir vus, au risque de paraître folle pour certaines personnes, oui, je suis persuadée. Donc ces deux formes sont descendues, ont approché vers moi à peu près la moitié du jardin, et sont repartis dans la soucoupe, et la soucoupe est repartie. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10 ans. C'était pas papa et maman qui rentraient de dîner un peu tard, et vous qui aviez... Non. Non. Alors on va recevoir maintenant Bill et Sandy, un couple français qui a pu filmer l'un des rares documents de ces dernières années en France. Ce sont deux passionnés, ils ont eu la chance d'apercevoir à 2 reprises des ovnis, en 94 et en 96, près de Nice. Mesdames et messieurs, merci de les accueillir très chaleureusement, Pierre et Patricia. Bonsoir Patricia, bonsoir Pierre. Je le disais, vous êtes des gens rares en France puisque vous faites partie des rares personnes qui ont pu non seulement voir un phénomène d'OVNI, mais en plus le filmer lors d'une deuxième séance, si je puis dire. Comment ça s'est passé la première fois? C'est en 94, hein, j'étais monté sur le plateau du col de Vence, près de Nice. Et On peut rappeler quand même, Pierre, juste en 2 secondes, pourquoi le col de Vence? Parce que c'est vrai que tous les gens qui s'intéressent aux ovnis et aux objets volants non identifiés vont au col de Vence. Pourquoi? il y a eu des histoires dans le passé, donc nous on était montés pour vérifier. Et donc j'ai proposé à ma femme de monter avec un ami et mon fils. Il était donc 23h un soir. Et là, c'est le coup de l'arroseur arrosé. On est tombé sur l'OVNI qui est apparu en plein ciel. C'est complètement hallucinant comme histoire parce qu'on ne s'y attendait pas. Il y avait un ciel magnifique, c'était un objet triangulaire, de grosses lumières. C'était très silencieux, ça s'est déplacé très lentement et c'est venu vers nous. Et là, on a eu peur. Ouais, tu m'étonnes. Et Patricia, vous, Pierre et votre fils, vous avez tous vu la même chose? Votre fils qui a 13 ans, hein? Lors de l'observation, il avait 7 ans. Ouais. 7 ans. Voilà, 7 ans. Et on a tous vu la même chose, oui. C'est-à-dire que... Avec d'autres gens qui étaient avec vous? Il y avait une personne, un ami. Puis tout d'un coup, il y a eu un silence. Je veux dire qu'il n'y avait plus de bruit, aucun bruit, c'était vraiment le silence. Plus aucun bruit, y compris dans la nature, les animaux, etc. Dans la nature, etc. voilà. Ouais. Dans la nature, c'était vraiment le... ça fait bizarre. Hein. On se demande ce qui se passe, mais bon, on se Comme si le temps s'arrêtait quelque part. Voilà. Hein. Comme le jour de l'éclipse. Ouais, comme le jour de l'éclipse, bravo. Voilà. Puis après, ils se sont aperçus, ils ont dit, mais au-dessus de la montagne, il y a une lumière. Puis il y a eu une deuxième lumière, et puis ça ne bougeait pas, c'était fixe. Et puis après, alors on a vu que ça se déplaçait, l'objet se déplaçait, et ça venait vers nous. Alors... Ça, Patricia, je vous coupe, c'est la première fois, parce qu'on va voir la deuxième fois où vous aviez cette fois-ci une caméra, et on va voir le document dans quelques secondes. Là, vous n'aviez rien, pas de caméra, pas d'appareil photo. Si, c'était dans le coffre de la voiture, pas de bol. mais on était tellement surpris que... Pas le temps d'aller chercher, etc. C'est l'effet de surprise. Ça a duré combien de temps? Presque 3 minutes. 3 minutes. Mais les gens vous disent souvent, mais pourquoi tu n'as pas pris de photos, pourquoi tu ne filmes pas? Parce qu'on est paralysé par le spectacle. Ouais. C'est très émotionnel, c'est quelque chose de fantastique. On ne sait pas à quoi on a affaire, c'est sûr. Mais on n'a pas ce réflexe de dire, si on voit un ovni, on va prendre en photo. On fait l'inverse, on est paralysé devant le spectacle. Donc il était devant vous? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il venait vers nous. On avait vraiment l'impression qu'il allait passer au-dessus de nous. Alors on a commencé, moi j'avais mon fils de 7 ans, donc j'ai commencé... Puis en plus, Un réflexe de maman, donc voilà, puis en plus, quelques temps avant, il m'avait montré une cassette où il parlait des abductions aux États-Unis. Des enlèvements. Voilà, des enlèvements, ils enlèvent des personnes. Donc même si on ne veut pas y croire, quand on se retrouve dans ce genre de situation... Ouais, vous avez eu un peu vous avez dit dans 30 secondes, ça va descendre, ça va ouvrir la porte et puis on nous chope. C'est stupide, mais bon, il y avait mon fils. Il y avait mon fils et je me suis dit, avant tout, c'est lui. Donc je poussais mon fils dans la voiture, puis lui il me disait, non, je veux pas, je veux regarder.
Donc voilà, puis après, quand on s'est aperçu qu'en fin de compte, l'objet n'allait pas venir sur nous, mais était vraiment passé à côté de nous, alors on voyait cette masse noire au milieu de ce ciel étoilé. Personne d'autre ne l'a vu. Vous avez été voir les gendarmes le lendemain, vous en avez parlé. On a fait une déposition à la gendarmerie. Une déposition qui a été recueillie, etc. Voilà. Et personne d'autre l'a vu dans la région? Personne, à part vous quatre. Voilà, il n'y a pas eu d'autres témoignages connus. Mais vous n'avez pas un seul instant un doute sur ce que vous avez vu? Vous êtes convaincu que c'est un vaisseau Ah non, on ne peut pas vous affirmer Voilà. que c'est un vaisseau spatial. On ne va pas vous dire dedans il y avait des petits hommes verts. Non, voilà. On a vu quelque chose. Un vrai ovni, quoi, non identifié. Quelque chose qui ne correspond pas à un avion. Non, puis c'est le contexte, c'est un objet silencieux. C'est tout le contexte qui fait que c'est hallucinant comme histoire. Donc, Bill, c'est pas toi qui étais en train de faire une balade? Non, pas du tout, mon ami terrien. Je me serais présenté avant, j'aurais dit bonjour, je viens en paix. Alors, Pierre et Patricia, c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de retourner régulièrement au col de Vence et puis cette fois de ne pas quitter votre caméra. Moi, c'est devenu une passion après. Donc, j'étais déjà passionné avant, mais là, c'est devenu vraiment. Je suis bien mordu, quoi. Et du coup, chaque fois avec la caméra, et 2 ans plus tard? Dans les mêmes conditions, c'est encore revenu au même endroit, sauf que là, il s'est arrêté en plein ciel. Donc là, c'était encore plus spectaculaire. Ça a duré 4 minutes. Et 4 minutes d'observation, et l'objet s'est arrêté pendant 2 minutes en plein ciel. Alors Pierre, on va voir tout de suite ce que vous avez pu filmer. Un document qui date de 96, celui-ci. Alors racontez-nous un petit peu, Pierre, donc c'est cette lumière blanche. Il y a une seule lumière cette fois-ci? Disons que là, c'est le sommet du triangle. Oui. Donc c'est la plus importante. Tout ça dans un grand silence, dans le ciel bien étoilé. Là, on voit les 2 points. Et là, les sensations pour vous ont été les mêmes que lors de la première Ah oui, c'est très vision? prenant, c'est très prenant. Ça vous prend la gorge, vous êtes quelque part paniqué, heureux, pas au bord des larmes. C'est vraiment curieux comme sentiment. Ça vous prend par les tripes. Et puis on pouvait dire aussi que comme ça, on avait bien vu quelque chose et que les autres aussi voyaient. Parce que là, vous n'étiez pas seul pour le coup. Voilà, parce que c'est pas évident de raconter aux personnes on a vu quelque chose, on ne nous croit pas tellement, et puis voilà. Quelles ont été les suites de ce document filmé? Vous avez été entendu par la gendarmerie? Il y a des gens qui vous ont interrogé? C'est difficile. Il y a une enquête de fait. Oui, parce que quand vous allez voir les gendarmes, ils sortent un manuel avec les questions à vous poser si vous venez les voir. Donc, il y a une procédure. Il y a une procédure. Donc, spécial ovni. Spécial ovni. Il faut être 3 personnes au minimum qui l'aient vu en même temps et 3 personnes qui ne se connaissent pas. Ah ouais. Donc si ça avait été juste madame, monsieur et le petit garçon, c'était pas pris en compte, c'est pas validé. Et à la suite de ce document, il a quand même été étudié. Vous avez demandé à des spécialistes de regarder pour qu'ils vous donnent leur avis? C'est difficile, vous savez, un avis comme ça, un document comme ça peut être, disons, avoir une preuve. S'il y a d'autres personnes qui l'ont filmé, s'il y a d'autres témoins qui ne se connaissent pas entre eux, si le radar a repéré quelque chose. Donc un document isolé comme ça vaut rien. Il faut qu'il y ait d'autres éléments qui viennent apporter la preuve du document. Donc l'aéroport de Nice, on a téléphoné. Ils n'ont rien vu, rien entendu de leur côté. Donc c'est pas le cas d'un commandant de bord. Hein. On parlait de Nice tout à l'heure, d'un commandant de bord qui faisait Nice-Londres qu'on recevra tout à l'heure. Et lui, je crois que c'est la seule fois en France où on a vu quelque chose. Lui, il a vu quelque chose. Et en plus, il y a eu des mesures radar de ce qu'il a vu. C'est la seule fois où on a eu les deux à la fois. Ouais. Merci de votre témoignage, Jean-Pierre. Arrêtez de regarder Sandy comme ça, vous. Écoutez, quand je vous regarde tous les deux, j'ai pas envie de vous regarder, mais par contre, une jolie terrienne, vous m'excusez, mais c'est de la poésie, c'est de l'art, ça, monsieur. Alors, de la poésie et de l'art, Bill, on va vous en donner tout de suite. Et oui, parce que si les E.T. débarquent un jour, à quoi vont-ils ressembler? C'est ce qu'on peut se demander là. Oui, et puis surtout, on peut voir que les gens qui voient des E.T. voient souvent la même chose. C'est ce que va nous raconter tout de suite, mesdames et messieurs, Sophie Talman.
Salut Sophie. Bonsoir. Ah bah oui, là, mais... Oh, je rêve, oh, je rêve. Excellent. C'est Miss France, Miss Univers, Miss Galaxie. J'ai une place dans ma soucoupe, c'est quand vous voulez. Ah ouais, ça m'intéresse Ça vous aussi. intéresse, ça m'intéresse. Ils sont chauds les martiens. Hein. Ça ne vous je regarde connaissais pas, pas ça ne comme vous regarde pas. Qu'est-ce qu'elle est jolie. On se calme, mais... Alors, Sophie, si les E.T. débarquaient, à quoi ressembleraient-ils? Est-ce qu'ils seraient tous comme Bill? Je pense qu'il n'y a pas aussi beau que Bill. Enfin, moi, je me suis amusée à voir un petit peu les différents looks et les différentes caractéristiques des extraterrestres. Je ne sais pas à quoi Tel que les ressembler. gens les ont vus en général. Voilà, c'est ça. On a toute notre propre image, vision des extraterrestres. Vous, je ne sais pas comment ils étaient. Moi, c'était des lumières. C'était J'ai des pas lumières. vu ni Dieu, ni de main, ni de machin comme ça. Vous n'avez pas vu C'était ça vraiment Bon. en Et longueur. vous, par comment contre. vous les imaginez, les extraterrestres? Mi-Bill, mi-raisin. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Alors là, ils sont forts. Et Laurent? Je les vois assez, des petits corps, une grosse tête, je sais pas. C'est parce qu'ils nous en montrent trop. On a, Ouais, on a des peut-être. visions déjà toutes faites. Alors comment est-ce que les gens les Alors voient en justement, général? la plupart du temps, ils ont une grosse tête. Est-ce Ouais. que vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très intelligents. Exactement. C'est parce qu'ils sont Parce qu'on les super imagine plus intelligents. intelligents. Comme ils viennent chez nous, on pense qu'ils sont beaucoup plus futés que nous. et Voilà, beaucoup surtout plus- quand ils ont la super grosse tête. Alors d'accord. a priori, il y a deux types d'extraterrestres. Il y a l'extraterrestre gentil, genre E.T. C'est vrai qu'il a une bouille sympa, il a une taille d'enfant. Mais bon, moi ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi ils débarquent toujours sur Terre, soit parce qu'ils sont plantés, donc ils débarquent sur Terre dans un jardin. Ils sont peut-être pas plantés, peut-être ils venaient me voir. Alors, ça, ils sont toujours tout seuls. Dans ce cas-là, il faut toujours qu'ils téléphonent à la maison parce que les copains l'ont oublié. Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc ça, c'est l'extraterrestre gentil. Et il y a l'extraterrestre méchant. Alors lui, il a plutôt une sale tête, plutôt teigneux. Oh là, oui. Voilà. Ça, c'est celui de Il Mars est Attack, pas ça. Dans Mars Attack. Enfin, ouais, pas très respectueux, pas très poli non plus. Ça, c'est l'extraterrestre assez méchant. Alors, il a plutôt des grands yeux. Ça, c'est pour mieux nous observer. Ouais. Il a de longues oreilles pointues. Ça, c'est pour mieux nous entendre. Et il a une grande bouche. C'est bouche pour grande mieux ouverte. nous Manger. manger. Non, parce qu'en C'est le grand principe, méchant loup. l'extraterrestre est plutôt végétarien, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart sont verts. Non, je Ouais. plaisante. Enfin, bon, l'extraterrestre, il n'est pas doué pour tout, Ils sont souvent de petite taille. Hein. de petite taille. Tous les témoins disent qu'ils font 1m60, 1m20, 1m10. Bah, il y en a un, cet homme qui Non, est ça un dépend, ça extraterrestre. dépend. Non, ça dépend. Alors, par contre, ils n'ont aucun goût vestimentaire, ce qui fait que la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont nus. Alors, il y en a même qui ont carrément la boîte crânienne ouverte. Ça, ce sont que des représentations qui ont été faites à partir de témoignages. hein, Voilà, voilà. c'est les gens qui les imaginent vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, il est Donc, tellement celui-là, intelligent qu'il a le cerveau à l'extérieur. à l'extérieur, carrément, et puis il attrape des rhumes de cerveau. Alors, il n'y a pas vous, Sandy, qui avez vu des extraterrestres. Moi aussi, j'en ai vu. J'ai la preuve. Vous les avez déjà vus, ces deux-là, sans leur maquillage? Oh, Sophie. Moi, j'ai la photo. Oh, Sophie, ça va se faire. Ah, il y a le grand, il y a le petit. Hein. Voilà. Vous êtes C'est vrai bien, que c'est nous. Le matin, quand Surtout il se toi, t'es assez réveille. ressemblant. Voilà, je les ai vus aussi. Merci Sophie. Voilà. Alors on va revenir maintenant à ces documents étonnants qu'on vous a promis tout au long de cette émission, cette fois avec des témoignages non pas d'amateurs, de passionnés, mais de spécialistes, de professionnels tout à fait sérieux, comme par exemple des pilotes de ligne. Oui, Pascal, mais ça va être dans quelques instants, parce que pour l'instant, non, il n'y a pas photo, il y a pub. Merci d'être toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission consacrée aux histoires étonnantes et drôles des ovnis et des extraterrestres. Toujours, mesdames et messieurs, ce soir, avec Sandy Valentino et Bill. Oh le vénard. Alors ça, Alors, mais ce n'est pas cool, Sandy, d'allumer un extraterrestre. non, mais c'est normal, mon ami terrien, mon nom est Bond. Bill Bond. Ouais, tout à fait. Alors ce soir, vous le savez, deux d'entre vous vont pouvoir gagner cet appareil photo Canon Xus Z50. Et oui, pour cela, il va falloir jouer sur votre Minitel, vous qui nous regardez, 36 15 TF1 ou sur le téléphone 08 36 68 14 08. Oui, il faut répondre aussi à une question. Quelle phrase a rendu E.T., le célèbre extraterrestre, célèbre? Est-ce « tu vas bien » Tu vas Ok. bien. Ou bien « téléphone maison »
Voilà, quelle est la phrase qu'a rendu E.T. célèbre? Deux gagnants dont les noms seront connus avant la fin de l'émission. Laurent, il paraît que des extraterrestres, on en rencontre même en politique. En politique et chez les chefs d'État. Et quand on parle de chefs d'État et quand on parle de puissants, on parle, mesdames et messieurs, de Georges Chetoshin. Il y a le fan club. Georges, votre fan club est dans la salle. Hein. Évidemment. Ça va, président? Très bien. Alors ce soir, je vais vous présenter un extraterrestre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un extraterrestre? C'est quelqu'un qui vient d'on ne sait où et qui arrive sur Terre. Il s'agit. Et on ne sait pas d'où il vient. Et on ne sait pas d'où il vient. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit de M. Poutine, qui est le président de la Russie. Donc un homme très important quand même. Hein. Un homme excessivement important pour la Russie, mais pour nous aussi. Alors, ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'il y a 2 ans, on ne savait pas qui il était, on ne sait rien, on sait qu'il était du KGB, etc. Et au fond, cet individu que personne n'attendait est arrivé. Au bout de 4 mois, il a été président. On ne sait pas qui il est. On n'a jamais fait d'analyse sur lui. Personne. On va analyser véritablement un être qui vient de nulle part. Ouais, même pas de Mars. Même pas de Mars, et qui est sur Terre. D'abord, regardez-le, comment il marche. C'est un homme qui est petit. Bien sûr, on ne voit que lui. Mais ce qui est frappant, c'est la façon dont il balance le bras gauche. Vous avez rarement vu un homme d'État balancer le bras comme ça. Il bouge quasiment pas le corps et son bras... Alors, je vous l'ai mis dans une autre position. Ouais. Pareil, regardez, il reste tout à fait droit. Il n'exprime rien, au fond, sauf un homme qui balance son bras comme un militaire. Alors, vous me direz, bien sûr, c'est un colonel du KGB, il a dû beaucoup défiler dans sa vie, c'est vrai. Mais c'est quand même étonnant de penser que cet individu ne fait même pas attention, parce que je pense qu'il a des conseils autour de lui qui lui ont dit surtout ne te fais pas passer pour un colonel, c'est pas bien, quoi. Reste pour un robot. Fais comme les autres. Ben non, il est comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça trahit d'abord quelque chose. C'est un homme qui probablement quelque part est terriblement programmé. Il est programmé d'une autre façon que ceux qu'on a l'habitude de voir. Alors, je vous l'ai mis maintenant, il est dehors, il fait très froid, regardez la neige qui est sur les bords, et il est en train de parler à un journaliste, il ne cligne pas les yeux, il lui fait aucun sourire, et il a l'air d'annoncer, je ne sais pas, une catastrophe ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il est bizarre. Il ne bouge pas, et il ne cligne pas les yeux. Aucune émotion. Ne pas cligner les yeux dans le froid, c'est quasiment impossible. Il les tourne simplement. Hein, il les tourne. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que cet homme n'a pas de sentiment? Est-ce que ça veut dire que cet homme ne veut pas passer son émotion? En tout cas, on est quand même un peu surpris. Alors, c'est pas critiquable, mais il marche comme un automate, il ne bouge pas, quand on lui parle, il ne cligne pas les yeux, et il ne fait aucun effort, alors qui sait qu'il est filmé pour avoir l'air sympathique, contrit, sympathique, en communication. Alors maintenant, je l'ai pris dans son activité. Enfin, Poutine est chez lui, il est interviewé et il a un chien. Et alors, on va voir comment il se comporte avec son chien. Alors, vous allez voir que le chien, lui, est très heureux. Enfin, il a l'air tout à fait à l'aise. Ce chien va même bouger la queue. Enfin, il va le caresser? Oui, pas du tout. Il touche pas il enlève sa main même. Il enlève sa main, il ne touche pas le chien. Oui, pour que le chien regarde comme ça, c'est son chien. Personne ne peut faire ça. Il n'y a pas un homme qui n'aurait pas la tentation, ne serait-ce que pour les journalistes, de caresser le chien, de lui tenir le museau. Là, on dirait qu'il n'a jamais vu un chien de sa vie. Oui, et puis il le regarde sans émotion. Alors, une autre chose qui est importante, c'est que Poutine est dans le coin de son canapé. Il n'est pas au milieu, comme le serait n'importe quel autre président, très à l'aise, comme ça. Non, il se met dans un coin, il voit le chien, il regarde le chien passer comme s'il ne savait pas ce que c'était. Il regarde, le chien est parti, voilà, terminé. Ça veut dire quoi? Soit il n'a pas d'émotion, soit il a une grande pudeur, soit il a une maîtrise incroyable. C'est quand même un homme impressionnant. Pensez quand même, blague dans le coin, qu'il dirige le pays le plus armé du monde. Avec des bombes atomiques. Avec des bombes atomiques. Et que cet homme-là ne bouge pas. Il a l'air de même pas voir que le monde existe. Alors, on a pris une scène, c'est quand il fait du judo. Alors, quand il fait du judo, vous savez que c'est une ceinture noire de judo. Il paraît que c'est une machine à tuer. C'est un grand sportif,
Et ce grand sportif, ben, il est très à l'aise, mais c'est un homme jeune aussi, c'est vrai. Bon, oh là, vous voyez, peu d'hommes politiques et peu de chefs d'État peuvent faire ça. Et alors, regardez-le maintenant, il se détend, il se met en position ses cervicales, il est filmé par les photographes, ça n'a pas l'air de le gêner. Hein. Il n'essaie même pas de faire un mouvement pour se montrer à la foule. Par contre, il est très à l'aise avec ses camarades, et c'est la première fois que vous verrez un chef d'État nu. Ouais. Et surtout, cet homme, c'est le seul moment vraiment où on le sent, je dirais, content. Il se lâche un peu, quoi. Il se lâche un peu. Vous voulez dire que c'est d'autres extraterrestres, ceux qui sont avec lui? Attendez, il se lâche un peu avec des camarades avec lesquels il se tape dessus. Et là, il leur fait un petit sourire et il se retourne content d'avoir mis ses cervicales en place. Alors, de deux choses l'une. Ou il se fout du monde, ce qui est possible, ou alors c'est un militaire dans le fond de lui-même qui a été formé de telle façon que c'est un automate. Et alors maintenant, en dernier lieu, c'est, voici les élections, il vient de gagner les élections, il le sait, il est avec les autres candidats, alors regardez-le, il ne sait pas s'il doit s'asseoir ou pas s'asseoir, il essaye, vous voyez, il est très gêné, il dit, ah, non, c'est pas à moi de m'asseoir, ah oui, c'est à vous, ah non, à moi, il ne sait pas très bien, oui, je me relève, hein, il a l'air très gêné. Et maintenant, là c'est impensable. Ça, c'est les résultats à la russe. Vous voyez ici, le petit truc qui s'est levé, le petit ballon, c'est les résultats. Et alors, regardez bien, parce que c'est le seul moment où je l'ai vu humain. Il a les mains comme ça, hein, vous avez vu? Et il a l'air de rire comme un vieux maquignon qui dit « je les ai bien eus, c'est un bon coup ». Là, je les ai tous eus. Et là, c'est le seul moment où cet extraterrestre nous apparaît humain. Dites-vous bien une chose, il est humain quand il a roulé les autres. Je vais vous dire, je serais content de voir ce que ça va donner avec les autres chefs d'État et comment les autres chefs d'État vont s'en sortir avec lui. C'est un personnage fascinant, on ne le connaît pas, et puis surtout, on n'a retrouvé aucun geste que l'on connaît. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on l'a mis dans les extraterrestres. Parce que si on avait voulu l'inventer, on l'aurait inventé comme ça. On n'aurait pas fait mieux. Et en tout cas, il est bien inquiétant. Très inquiétant. Merci Georges. Alors on va revenir à ces documents sur les ovnis. Cette fois, il ne s'agit pas de témoignages d'amateurs, mais de récits qui ont été faits par des scientifiques ou des spécialistes, des professionnels. Objectifs, a priori, tout à fait sérieux. Par exemple, des pilotes de ligne, eux aussi, ils en ont vu. Les astronautes croient-ils aux ovnis? L'Américain Mitchell a été clair après son expérience spatiale en déclarant « Nous savons tous que les ovnis existent, la vraie question est de savoir d'où ils viennent ». Quant au cosmonaute russe Kretschko, il est allé encore plus loin. Si j'étais libre de décrire ce que j'ai vécu dans l'espace, le monde serait stupéfait. Des déclarations troublantes, d'autant que ces hommes sont considérés comme des spécialistes, réputés sains d'esprit, responsables et donc crédibles. Mais voilà, encore faut-il pour être vraiment cru que ces témoignages de rencontres extraterrestres laissent des traces sur les radars. Ce fut le cas en Belgique en 1990. Par miracle, ce jour-là, des avions militaires belges tombent nez à nez avec un ovni. Le vaisseau spatial est repéré sur le radar qui enregistre son vol. Les pilotes sont aux premières loges et leur général est bien embêté. Il faut quand même être très prudent quand on interprète des observations visuelles. L'objet, s'il y en a eu un, a accéléré à une vitesse qui était tout à fait en dehors du domaine de vol d'un avion conventionnel. Il y a eu des accélérations dans l'ordre de 30-40 G et c'est exclu qu'un être humain supporte des accélérations pareilles. La vitesse de l'engin est calculée ce jour-là à plus de 10 000 km/h, totalement inhumain. Aujourd'hui encore, les autorités belges ne savent toujours pas exactement ce qui s'est passé au-dessus de leur tête. Autre témoignage d'un pro, celui du capitaine Karaoshi, pilote du vol Paris-Tokyo. Avec son équipage, il a fait une drôle de rencontre au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. D'un coup, les lumières se sont rapprochées. Les trois hommes d'équipage ressentent alors une bouffée de chaleur. 20 minutes plus tard, deux lumières blanchâtres réapparaissent. C'est alors que grâce à la luminosité des éclairages de la ville de Fairbanks qu'il survole, l'équipage découvre entre ces deux lumières un gigantesque vaisseau spatial. L'OVNI est 30 à 45 fois plus gros que leur Boeing 747. L'observation dure une vingtaine de minutes, puis vers 6 h du matin, l'OVNI s'évanouit.
Autre pays, autre expérience, en 78 en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas un nuage dans le ciel lorsqu'un avion de ligne décolle de Sydney. L'appareil est très vite plongé dans une immense lumière orange. Le radar enregistrera alors la présence d'un engin non identifié. Un des membres de l'équipage sort une caméra et filme cette étonnante rencontre du troisième type. Même au sol, John Cordy, le commandant de la tour de contrôle, assiste à la scène. Quand nous avons vu l'objet pour la première fois, nous avons tout d'abord essayé de trouver une explication rationnelle qui ait un sens. On se disait, ça doit être quelque chose qu'on connaît, un ballon météo par exemple. Mais non, c'était impossible, ça allait beaucoup trop vite. Et pour le copilote, ce n'est ni une planète, ni un hélicoptère comme certains l'affirment. Je sais parfaitement ce que j'ai vu cette nuit-là. J'ai vu d'énormes lumières qui se déplaçaient rapidement et qui appartenaient sûrement à un engin incontrôlable ou à une forme d'intelligence inconnue. Tous ces témoignages sont répertoriés et étudiés par les gouvernements et les scientifiques du monde entier, même les déclarations de l'ancien président Jimmy Carter, qui lui aussi affirme avoir vu des ovnis. L'homme qu'on va recevoir maintenant est pilote sur Airbus 320 et puis un jour dans le ciel, en 94, il a vu un ovni de la taille d'un paquebot. Mesdames et messieurs, Jean-Charles Duboc. Ça Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Laurent le disait, le 28 janvier 1994, vous pilotez un Airbus sur une ligne Nice-Londres. Hein, oui, tout à fait. J'étais commandant de bord voilà. Sur Airbus 320. Vous arrivez aux environs de Paris, près de Coulommiers. Oui, tout à fait. Et donc, puis là, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il faut dire, avant que vous racontiez, que c'est un des témoignages les plus crédibles, les plus sérieux, puisqu'il est attesté en plus par des traces radars, on y viendra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Un des témoignages français les plus sérieux et les plus crédibles de la vie même de tous les spécialistes. Oui, c'était une très belle journée de janvier. Il y avait une visibilité de 2 à 300 km. 2 à 300 km. Oui, en l'air, on voit très... Ça paraît énorme, mais... Non, pas du tout, parce que quand vous êtes sur le Massif central, par très belle visibilité, vous voyez les Alpes et les Pyrénées. Et donc... C'était en pleine journée, vers 1h de l'après-midi. Et nous avons vu un objet qui nous a coupé la route. Hein. Enfin, c'est d'abord le steward qui était dans le poste qui signalait un ballon météorologique. Et la copilote l'a vu ensuite et j'étais le dernier à le voir. Hein. Et moi, j'ai identifié comme un avion avec 45 degrés d'inclinaison. Hein. Il était penché comme ça, oui. Nous, nous étions vertical Coulommiers, il était à l'ouest de notre position, il était vertical Paris. Il était à peu près à 10 000 mètres, il était un peu au-dessous de nous. 10 000 mètres d'altitude et 50 km de distance. Voilà, donc cet engin, moi j'ai identifié comme une énorme lentille rouge sombre. Ouais. Et donc il s'est mis à l'horizontale et puis on est passé à côté, on l'a vu à peu près 2 minutes. Puis à un moment, il est devenu transparent, il a disparu, il s'était matérialisé devant nos yeux. Foot, comme ça. Alors, tout doucement, en 30 secondes. Ouais. Et là, on s'est dit, bon, là, on a vu quelque chose d'assez ahurissant. Et donc, la réglementation du transport aérien oblige les équipages à reporter les ovnis qu'ils rencontrent. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux et qui fait partie, donc, du métier. Donc, dès qu'on voit un truc, il faut le noter. Il faut le noter, il faut le signaler au contrôle aérien. Donc je devais faire un rapport que je n'ai pas fait parce que c'était tellement ahurissant que je me suis dit, non, je ne peux pas écrire un truc. Vous avez eu quelque part presque honte, vous avez eu peur qu'on vous prenne un peu pour un farfelu. Tout à fait, absolument, parce que bon, les pilotes de ligne, si vous voulez, passent une visite médicale éliminatoire tous les 6 mois. Et les hallucinations sont éliminatoires. Bien sûr, normal. Donc, si vous voulez, il est hors de question de rapporter un truc comme ça. Jean-Charles Duboc, est-ce que vous avez pu estimer à ce moment-là la taille que pouvait représenter cet engin? Oui, en gros, quand vous êtes au bord de mer, vous voyez un paquebot passer à l'horizon, il est en gros à 50 km, c'était très visible. Environ quoi, 150-200 mètres de longueur? À peu près entre 2 et 300 mètres de largeur. Et j'ai fait un rapport que lorsque donc j'ai vu cette histoire d'un ovni identifié dans la presse, au-dessus de Paris, identifié par le centre de la défense aérienne de Taverny, le CODA, c'est le centre opérationnel de défense aérienne. Ce sont des radars qui sont couplés avec l'OTAN. Les radars de l'OTAN, les radars américains, etc. Donc c'est des radars extrêmement puissants et fiables. Et là, il était donc signalé qu'un ovni était passé au-dessus de Paris. Il avait laissé une signature pendant 1 minute sur le radar. Une signature, c'est une trace? Une trace radar. Et le même jour que vous, à la même heure, etc. Oui, c'est le vôtre, quoi. C'est là, et puis reproché au commandant de bord de ne pas avoir fait de rapport à la gendarmerie. Et là, je me suis dit, il y a une trace radar, je fais un rapport à la gendarmerie. Là, ça a crédibilisé ce que vous Là, avez c'était vu. crédible.
Il n'y avait pas énormément de passagers sur ce vol, je crois qu'il y avait une trentaine, c'est ça? Mais aucun passager ne l'a vu, c'est vraiment... Nous, il nous est passé devant. C'est le copilote, c'est vous, et puis c'est le steward. Donc tout l'équipage l'a vu. Donc aucun doute, votre témoignage plus la trace radar, aucun doute sur le fait que ça puisse être, je ne sais pas, un engin militaire de cette inconnu de vous Non, une taille de 2 à 300 mètres, actuellement, on ne sait pas faire. Voilà, En plus, il disparaît comme ça, c'est absolument impossible. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'attache pas assez d'importance au témoignage des gens comme vous, qui sont a priori quand même des gens sérieux, avec une bonne vue, etc. On vous fait confiance quand on est en l'air. Hein. Oui, on vous fait, bien sûr. Mais si vous voulez, nous, il y a un refus de communication. Moi, je parle parce que je suis en retraite. Mais il est évident que les pilotes qui sont en activité, pour l'instant, ne refusent de communiquer, mais je le comprends très bien. Mais ça veut dire aussi qu'on les incite peut-être pas à le faire Non, c'est obligatoire de faire un rapport. Oui, mais en même temps, avec le risque d'être un peu discrédité, voire de pas être retenu à la prochaine visite médicale. Il y a des rapports de fait, mais il n'y a aucun retour, si vous voulez. Maintenant, on va recevoir le directeur du service qui, en France, au sein du CNES, le Centre national d'études spatiales, étudie ce genre de témoignages, étudie tout ce qui peut être rentrée atmosphérique. Eh oui, c'est un monsieur très important et très sérieux, mesdames et messieurs, Jean-Jacques Velasco. Bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Alors Jean-Jacques, je disais ce qui est intéressant et important, c'est qu'il y a effectivement un organisme tout à fait officiel qui est au sein du CNES et que vous dirigez, le CEPRA, qui étudie effectivement tous ces phénomènes, tous ces témoignages, en tout cas, et notamment les plus sérieux d'entre eux, comme celui de Jean-Charles. Depuis quand vous faites ça? Depuis quand vous étudiez sérieusement écoutez, le CNES a eu pour mission depuis 1977 d'étudier effectivement tous les témoignages rapportant des faits insolites qui sont observés par nos concitoyens, qu'ils soient simplement des terriens qui sont chez eux en train de vaquer à leurs occupations, ou des professionnels comme les pilotes. Alors, vous connaissez bien évidemment le témoignage de Jean-Charles Duboc. Comment vous l'avez analysé, vous? C'est vrai que ça a été pour nous extrêmement important. Pourquoi c'est important? Dans la mesure où on a parlé beaucoup de témoignages, mais pour un scientifique, le témoignage n'a aucune valeur. Oui. Donc, parce pour que un ça peut être une scientifique, hallucination, ça il peut faut être... des faits. Il faut des faits vérifiables. Et en ce qui concerne ces fameux phénomènes, si nous avons la possibilité de les détecter physiquement par un instrument, et le radar est un instrument de détection physique, eh bien, nous pouvons effectivement attester qu'il y a quelque chose. Et donc, nous avons pu reconstituer, en fait, et associer le témoignage de l'équipage, je précise de l'équipage, parce que le copilote a également confirmé exactement les événements qui ont été décrits par le commandant de bord, et nous avons pu superposer les deux choses. Et il y a une coïncidence parfaite. Donc, ce n'est pas une hallucination, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, il a vu un ovni, un objet. Nous avons vu. Vous avez vu un objet volant? Oui. Alors, ce qui est très intéressant dans ce témoignage précis, c'est effectivement les éléments que le radar nous a apportés sur la dimension de l'objet. Et alors, ça confirme ce qu'il dit? Oui, nous avons d'abord confirmé que, grâce à une reconstitution très précise de ce témoignage, que l'objet était d'une dimension qui faisait effectivement de l'ordre de 200 à 300 mètres. Ensuite, la vitesse de déplacement de l'objet était de l'ordre de 180 km/h, mesurée par le radar. Beaucoup. Et non, justement, vous allez voir. Et ensuite, la disparition de l'objet n'est pas une disparition classique d'un avion qui fuit où on voit la trajectoire. Non, simplement, effectivement, elle disparaît soudainement en ce qui concerne les éléments radars, qui sont confirmés par la vision qu'ont eu les observateurs. C'est incroyable. Donc cet aspect des choses fait que, après vérification, nous avons essayé de regarder s'il s'agissait de ballons, s'il s'agissait de... Oui, vous avez tout étudié, j'imagine. Bien évidemment, mais à 10 000 mètres d'altitude, des ballons qui se promènent et qui font 300 mètres d'altitude. Donc, en conséquence, on avait des difficultés à pouvoir associer cet objet à quelque chose de connu. Mais on est aujourd'hui certain qu'il y a réellement eu un objet qui faisait cette dimension, qui se déplaçait au-dessus de la région parisienne, et pour lequel nous ne savons pas du tout ni sa nature, ni son origine. Moi, je voudrais dire, parce que bon, là, on a un cas qui a été vérifié. Je voulais juste savoir si souvent les cas étaient vérifiés. Voilà. C'est une très bonne question. Je suis pas qu'idiot non plus. Je suis intelligent, moi, des fois. Bon, c'est incroyable. Jean-Jacques, bonne question de Bill, effectivement. Sur combien quelle est la proportion de témoignages qui sont... je crois qu'il faut dissocier quand même deux sortes de témoignages. Il y a ceux que l'on recueille à travers la gendarmerie nationale. Donc, chaque fois que nous recueillons des témoignages, ce sont des gens qui vont spontanément auprès des brigades de gendarmerie pour témoigner. Et donc, à partir de ce moment-là,
nous recevons donc le témoignage et nous l'examinons et nous en faisons effectivement une expertise, ce qui nous permet dans à peu près 30 à 40% des cas, de dire qu'il y a confusion avec des phénomènes comme les rentrées atmosphériques de fusées, de satellites que nous envoyons constamment, ou les confusions avec les astres, ou avec tout un ensemble de phénomènes. Donc vous étudiez tout en clair, et très souvent vous apercevez que quand quelqu'un a vu quelque chose, c'est en fait un truc qu'on peut expliquer, quoi. Alors, dans à peu près 30 à 40% des cas, il y a effectivement 30% des cas où on ne peut pas parce que l'information n'est pas suffisante et que les gens n'ont pas donné suffisamment de précision. Et puis il reste un petit résiduel là, de phénomènes pour lesquels nous n'arrivons pas à déterminer si ces phénomènes en fait, peuvent être associés à des choses connues. Et donc c'est ce qui fait que ces phénomènes restent pour nous de nature inexpliquée. Très rapidement, les trucs que vous voyez qui sont les plus bizarroïdes du monde, c'est quoi? C'est par exemple des trucs qui vont très très vite, parce que là on a dit tout à l'heure que ça n'allait pas très vite, 180, mais les trucs que vous avez entendus depuis des années, où vous entendez des témoignages, qui sont vraiment scotchants, quoi. Ah oui, les trucs bizarres qui sont rapportés dans les phénomènes, dans les rapports de gendarmerie, c'est par exemple des gens qui sont en voiture le soir sur une petite route déserte, et puis brutalement ils observent une lueur, et cette lueur va interrompre par exemple le fonctionnement de leur poste de radio, leur voiture va s'arrêter, et il n'y a pas d'explication aujourd'hui. Et des phénomènes comme ça, nous avons recueilli plusieurs centaines depuis l'origine. Je pense que pour les pilotes, il y a une compilation qui a été faite récemment par vous-même. Tout à fait. De 1200 cas depuis 50 ans. 1200 cas? Depuis 1050 ans, il y a 1200 cas d'observation par des pilotes uniquement. Absolument. Alors ça, c'est le deuxième volet. Là, on expliquait en fait les témoignages qui sont recueillis en France depuis 1974 par la gendarmerie. Et donc, nous avons accueilli à peu près 3000 procès-verbaux. Mais d'un autre côté, il y a le deuxième volet qui est celui, effectivement, des observateurs pilotes. Et là, je voudrais quand même dire une chose importante, c'est qu'on s'attache plus particulièrement à ces témoignages. Pourquoi? Parce que la responsabilité des pilotes est importante. Et par conséquent, leur témoignage est souvent un témoignage très crédible. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous essayons de recenser à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale, le nombre d'incidents de cette nature. Effectivement, on en a recueilli depuis 1948 de l'ordre de 1200. Et sur ces 1200 témoignages, nous avons pu évaluer 220 cas où il y a eu la corrélation comme précédemment expliqué, radar pilote. C'est beaucoup quand même. C'est extrêmement important parce que ça permet de dire que le phénomène existe réellement, qu'il est adapté à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que ça se produit uniquement chez nous, ou que ça se produit en Belgique. Absolument, que ça se produit à l'échelle de la planète, et qu'il y a un phénomène sur 50 ans qui est quand même indéniable. Depuis 20 ans, vous travaillez là-dessus. Rapidement, comme ça, une conclusion de vos travaux, sans être sûr, et vous êtes un scientifique, vous n'allez pas le dire, j'y crois pas, mais vous y croyez plutôt? Alors c'est une hypothèse, mais comme toutes les hypothèses, il faut pouvoir la prouver, il faut pouvoir la démontrer. Et comme ça, aujourd'hui, dans vos... il ne veulent pas s'ennuyer. Écoutez, moi je veux bien donner mon avis. Si vous voulez, il y a des phénomènes non identifiés, et là qui posent un véritable problème de sécurité aérienne même, puisqu'il y a des quasi-collisions. Et puis, il y a l'univers, le cosmos, et effectivement des possibilités de vie extraterrestre. Mais ça, c'est un autre débat pour moi, si vous voulez. Et vous y croyez, personnellement? Moi, je pense... je vous répondrai que les astronomes du SETI estiment que dans notre galaxie... Le SETI, c'est quoi? C'est un organisme de recherche donc, qui s'appelle Search for Extraterrestrial Intelligence. Et ils estiment, c'est américain et français, c'est mondial, c'est eux qui écoutent dans les ondes radio ce qui vient de l'espace. Ce qui vient de l'espace. Ils estiment qu'il y a dans notre galaxie entre 1000 et 10 000 planètes habitées, avec des civilisations. Ah oui, c'est énorme. Donc, si vous voulez, il faut le dire. Donc, c'est entre 1 et 1 million. Dans notre galaxie qui comprend quand même des milliards de 100 planètes. milliards, en gros, entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Alors, les planètes, c'est encore plus. Donc, ça veut dire que scientifiquement, il n'y a eu aucune objection aujourd'hui valable au fait qu'il puisse y avoir d'autres intelligences. Statistiquement, il y a une très forte probabilité pour qu'effectivement, il y a d'autres intelligences. Il y a des intelligences plus évoluées que nous. Mais je ne comprends pas, mes amis terriens, pourquoi vous posez toujours la même question. Est-ce qu'on croit aux extraterrestres, le scientifique, l'humain? Je suis là, c'est une preuve, non? Bien sûr, Bill. Bon, vous êtes fatigant. Mais est-ce que tu as beaucoup de copains? C'est ça qu'on veut savoir. Heureusement, il y a Sandy qui est là et ça me remonte beaucoup. Je suis là, moi. Je reste avec toi. Moi, je crois en toi. Jean-Jacques Velasco et Jean-Charles Duboc, merci beaucoup. Merci.
Alors Laurent, il y a les organismes officiels comme celui que dirige Jean-Jacques, et puis il semblerait qu'il y ait aussi des services plus secrets qui enquêtent discrètement sur les témoignages. C'est ce que disent en tout cas ceux qui ont reçu la visite d'extraterrestres ou qui ont vu des ovnis. Ils voient parfois arriver d'étranges Men in Black, mesdames et messieurs, Philippe Kelly. Ah non! Ah non! Ah non, c'est bien d'accord. Excusez-moi, je sors. Excusez-moi, je m'en vais là. Mais Bill, c'est un copain! Ça vous va bien, hein? C'est pas un copain, c'est un chasseur d'extraterrestres. Vous avez piqué le jouet de votre fille, Philou? C'est pas un jouet, hein? Ah, ça va! Bon. On se calme, hein? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, les lunettes noires, hein? Bonsoir. Remets-les. Ça vous rappelle quelqu'un? Ah, ouais. Vous avez vu le film, tout Ouais. ça, machin, tout ça, c'est ça. Les Men in Black sont des personnages qui se pointent chez les gens qui ont vu des ovnis, qui ont cru avoir des apparitions, qui ont vu des extraterrestres, des ovnis, des choses, des UFO. Et qui viennent enquêter. Voilà, et qui se pointent, qui viennent enquêter. Je vous ai trouvé vraiment des témoignages vraiment troublants de Men in Black, et ça fait vraiment flipper, quoi. Ça pourrait vous arriver. Ah ouais? Regardez les images, vous savez, c'est assez inquiétant. Pour la plupart d'entre nous, la seule expérience que nous ayons eue avec ces mystérieux hommes en noir, les fameux Men in Black, s'est déroulée dans un cinéma de quartier. Mais pour certains, ces agents gouvernementaux ultra secrets, chargés d'effacer des mémoires les souvenirs de rencontres avec des extraterrestres, sont bien réels et ils ne sévissent pas qu'aux États-Unis. L'anglais Jim Templeton est convaincu d'avoir reçu leur visite en 1964. Alors qu'il photographiait sa fille, apparaît sur la photo la silhouette d'un extraterrestre. Il en parle ici ou là et quelques jours plus tard... Une grosse voiture noire s'est arrêtée devant chez moi. 2 hommes en sont sortis. Ils voulaient voir exactement quel genre de photo j'avais prise. Puis ils m'ont emmené là où j'avais photographié l'extraterrestre, à Birth by Suns. Arrivés sur les lieux, les 2 mystérieux enquêteurs expliquent à Jim qu'il a été victime tout simplement d'une illusion d'optique. Ils abandonnent ensuite le pauvre homme sur le bord de la route. Jenny Randles, auteure d'une enquête sur les hommes en noir, n'est pas étonnée par cette technique d'intimidation. Quand les Men in Black rendent visite aux témoins, ils adoptent d'abord une attitude très déstabilisante. Ensuite, ils leur posent plein de questions sans jamais s'arrêter. Ils tentent enfin de les persuader que ce qu'ils ont vu est tout à fait normal, ordinaire. Et Jenny, qui a recueilli 30 témoignages de rencontres avec les hommes en noir, ne peut plus croire aujourd'hui que les Men in Black ne sont qu'une légende tirée de bandes dessinées américaines des années 50 qui firent un tabac après l'affaire Roswell. Colin Shearer, gardien de nuit dans la banlieue de Londres, est du même avis après ce qui lui est arrivé en 1997. Je travaillais lorsque j'ai vu un ovni. Le vaisseau spatial était... je ne sais comment le décrire. Une semaine plus tard environ, j'ai reçu la visite de 2 agents britanniques, des Men in Black. Nous travaillons pour une agence gouvernementale clandestine à gros budget. On va s'en occuper. Qui vous envoie? INS Division 6. Il n'y a pas de Division 6. Et comme tous les autres, Colin Shearer a subi la séance de bourrage de crâne type. On lui a fait comprendre que travailler de nuit est fatigant et que tout ce qu'il a vu n'a jamais existé. Et au cas où il n'aurait pas été convaincu, les 2 hommes lui laissent clairement entendre que personne n'est à l'abri d'un accident. Des méthodes que confirme Nick Pope, l'ancien chef du département dossiers inexpliqués du ministère britannique de la Défense. Je sais qu'à 1 ou 2 occasions dans le passé, et particulièrement pendant la guerre froide, certains de mes prédécesseurs au ministère ont eu l'occasion d'aller interroger des témoins qui avaient vu des ovnis. Notre mission est de surveiller les activités extraterrestres sur la planète. Je suis convaincue que les hommes en noir existent, car il y a trop de points communs entre tous les témoignages. Et puis, toutes ces histoires sont tellement différentes et précises qu'on ne peut pas toutes les classer au rayon légendes et mensonges. Alors ça mérite au moins 9 pointés sur mon bizarroïdomètre. Waouh. Au blanc. Oui, bon, d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce sont des extraterrestres eux-mêmes, les Men in Black? Je vous ai trouvé quand même, vraiment en faisant mes recherches, sans rigoler, une pile comme ça de témoignages de Men in Black autour du monde. Je vous en ai sorti 3,
Et ce qui est troublant, ils se recoupent tous. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment des points communs. Sans se connaître, ils disent la même chose. Absolument. En 1963, il y a un petit gamin qui s'appelle Li Yingyang, dans une province de Chine, qui s'amuse avec ses copains dans la rue, il joue, machin tout. Et tout d'un coup, le gamin aperçoit un ovni. Bon. Le lendemain matin, se pointent devant lui deux bonhommes habillés en noir. En 63 en Chine. En 63, costume noir, machin, cravate noire, un peu comme je suis ce soir. Qui lui pose des questions, t'as vu quelque chose? Le gamin fait, oui, j'ai vu un truc. Les types leur répondent, alors écoute bien, t'as rien vu, t'as rêvé. Mais non, t'as rêvé. Bon, ok, j'ai rêvé. Et les types disparaissent. Et il y a des témoins qui ont vu ça. Et tout le monde a été choqué par une chose, c'est que la voix était bizarre, leurs mouvements étaient comme des mouvements d'automates. Comme Poutine. Ouais, bien ça. et que les lèvres ne bougeaient pratiquement pas quand il parlait. Ça fait flipper quand même. Ah bah tiens. Mais ce qui fait vraiment flipper, c'est qu'en 1980, alors là je vous passe des exemples, hein. En 1980, en Pennsylvanie, 17 ans plus tard, un professeur d'université, donc pas un monsieur idiot, d'un certain âge, un érudit, est dans la bibliothèque de l'université et feuillette un bouquin sur les soucoupes volantes, les ovnis, et s'intéresse au bouquin. À un moment donné, il lève la tête de son livre et il a devant lui deux jambes noires, des chaussures noires impeccablement lacées, cirées, le fut nickel, lève la tête et il a deux types en noir. Un des types lui dit, monsieur, vous faites quoi là? Et le type dit, bah, je lis un livre sur les ovnis. Et l'autre lui pose la question, mais vous y croyez? Et le professeur répond, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, je trouve ça très amusant. Et le type tape sur la table, le Man in Black, en disant, vous trouvez amusant le problème le plus grave du siècle? Et les types disparaissent. Et le type reste un peu comme ça, sur sa faim, sans savoir à qui il avait affaire. Et ce qui est totalement effrayant, c'est qu'il s'aperçoit qu'à ce moment-là, la bibliothèque qui était remplie 2 minutes avant est totalement vide. Mais vide de gens ou vide de Vide livres? de gens. C'est-à-dire que quand il lisait son bouquin, il y avait du bruit, une espèce de bois, des gens qui lisaient, des gens qui marchaient. Et là, au moment où il relève la tête, les types disparaissent, eux ont disparu et tout le monde a disparu. En 1980. OK? Je continue? En Angleterre... Ils sont toujours deux, hein? Ils sont toujours deux ou trois. Ah. Et rarement des femmes, pratiquement toujours des hommes. Oui, mais c'est moi qui ai le... Ouais, ça va. OK? Alors, le troisième exemple se place en Angleterre. En 1988, un policier, donc un monsieur quand même de loi, un type qui on peut croire, bon, fait une photo, et sur la photo, il a un personnage étrange qui apparaît, comme on a vu. Comme la photo de la gamine. Hein. Même genre. Bon, il est quand même étonné. Seule sa femme est au courant. Il lui dit, oh, regarde, c'est quand même incredible. Et donc, bon, il donne la photo à sa femme, et il l'envoie à un centre d'études sur les ovnis du coin. Bon. Le lendemain matin, personne n'est au courant, hein. Le lendemain matin, deux types se pointent chez lui. Ils lui font, monsieur, vous avez vu quelque chose hier? Et le type fait, oui, mais qui êtes-vous? On est du ministère de la Défense. Mais vous avez vu quoi, au juste? Et le type explique, bah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et les deux lui refont, vous n'avez rien vu. Voilà. D'ailleurs, on voudrait bien le cliché, parce que je pense que vous êtes trompé. Et le type explique, bah, écoutez, je suis désolé, mais le cliché, moi, je l'ai envoyé à un organisme, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Les types ont disparu. Le lendemain matin, il a un coup de fil d'un journaliste qui lui dit, écoutez, je suis au courant de toute l'affaire, je voudrais faire un papier sur vous, un papier sur l'histoire, je trouve ça formidable. Le type flippe un peu, raccroche, appelle le journal. Il n'y a jamais eu de journaliste, ni de ce nom, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit au courant de ça. Bizarre, non? Mais tous ces gens-là, ça se recoupe quand même. tous ces gens-là à qui on a dit vous avez rien vu, le lendemain ils disent quoi? Ce que je veux dire, en fait, ce qui est curieux, c'est que la question que se posent de plus en plus de gens qui ont eu des visites comme ça, c'est qui sont vraiment ces Men in Black? Sont-ils vraiment des hommes ou pas? Parce que ça fout un peu les chocottes de ce que vous nous racontez. Ça fait flipper, hein. Je ne vous cache pas qu'en préparant, c'était un peu limite quand même. Eh ben ça va continuer parce que pour certains, les extraterrestres sont déjà parmi nous. Et on va voir ça maintenant avec les témoignages, à part Bill, je veux dire tous les autres. On va voir ça maintenant avec les témoignages de personnes qui disent avoir été enlevées. Mais pas maintenant, parce que regarde, la caméra elle est, on nous fait signe derrière, tout de suite, il n'y a pas photo, il y a pub. Retour sur le plateau d'Y'a pas photo. Pour cette émission consacrée ce soir, vous l'avez compris, aux E.T., aux ovnis, toujours mesdames et messieurs, avec Sandy Valentino. Bravo. Et Bill. Oui, bravo. Ah bah Bill gâté ce soir. Bill, le seul extraterrestre qui descend tous les soirs sur TF1 à 19h, dans le Big Deal de Vincent Lagaffe. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je suis le seul authentique extraterrestre connu par TF1. Merci. Merci d'être avec nous, Bill. Mais c'est un honneur, un plaisir, un enchantement. Avant de parler des enlèvements, voici la réponse à notre jeu. Il fallait savoir quelle phrase avait rendu E.T. célèbre. C'était bien entendu téléphone maison. Bravo à Alexandra Deslandes qui a gagné ce Canon Xus Z50. Autofocus et avec un zoom 26-52.
Un zoom qui multiplie par 2. Elle a l'air contente d'avoir gagné, hein? Bah ouais. Elle est intimidée, la jolie petite derrière. Bravo Alexandra, il est très beau cet appareil. Et bravo aussi au téléspectateur qui, lui, a joué sur le téléphone ou sur le Minitel. J'ai une question. Oui, Bill. Est-ce qu'Alexandra rejoue son appareil photo contre le rideau? Alors on va parler des histoires, on vous l'avait promis, d'enlèvement. Maintenant, on va parler de choses tout à fait étonnantes. Vous allez voir avec un témoignage très fort tout à l'heure. Mais pour l'instant, merci d'accueillir, mesdames et messieurs, un petit titi bien sympathique, Sabrina Kléber. Oh là là là! Oh mais c'est un festival! Oh là 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 là! Mais il y a des jolies périodes ici! Wow! Wow! Bonsoir, tout le monde. Ça. Bonsoir Sabrina. Je m'appelle pas tout le monde, je m'appelle Bill. Ça va Sabrina? Très Vous bien. laissez pas intimider par cet extraterrestre à la mort moelle-nœud. Bon, vous êtes jaloux, voilà, parce que j'ai plus Arrêtez de regarder charme. avec vos yeux de velours. Nous sommes des vrais hommes en chair et en os. Ça veut dire quoi? Que j'ai pas un cœur qui bat, que j'ai pas des émotions? C'est Bill, on en est persuadé. Voilà, là j'étais en train de tomber amoureux d'elle, et tout gâché, laissez-moi tranquille. Alors, Sabrina, on va parler dans un instant d'histoire d'enlèvement, etc., avec des témoignages tout à fait étonnants. Mais vous avez voulu savoir comment on communique avec les extraterrestres, des fois qu'ils débarquent. Alors moi, je suis très impressionnée. Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer, mais pour l'émission, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je ferais si je me retrouvais face à face avec un extraterrestre? Ah, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Hein. Je peux vous aider. À part Bill qui parle parfaitement le français. Oui, j'essaierai tout d'abord de communiquer avec eux. Oui, d'accord, mais comment? Et je me suis dit, pour communiquer, il faut faire des sons. Paf, l'ampoule s'est allumée. Idée. La première idée que j'ai eue, le sifflement. Ouais. Ouais? Pourquoi pas le sifflement, Pascal? Oui, ça pourrait excuse faire. de vous Ça pourrait déranger. faire. Eh oh, ouais, mais moi aussi je peux siffler. Chut. Bon, c'est quoi l'autre idée déjà? La deuxième idée que j'ai eue, elle est un peu plus audacieuse, hein? C'est celle du RAW. Du RAW? Vous imaginez qu'on soit obligé de communiquer avec eux en rotant? Et ça existe? En rotant? Oh non, non. Moi, humain? Sabrina, vous êtes folle. Ami, E.T. Oui. On aurait l'air C'est franchement malin beaucoup plus entre nous. guttural, c'est beaucoup plus rauque. Oh, non, non. Bill, comment on parle? Ah non, non. Parce que les ordis communiquent plus avec le sifflement, mais nasal. Tu veux dire que j'ai faim, ouais. C'est vrai, ça, Par exemple, vous avez aussi les barzoubiers. Alors les barzoubiers ont une particularité, ils communiquent. Alors eux, bon, je vais essayer de vous le faire, mais c'est pas facile. Hein. Vous voyez, ouais, bon, c'est tout bête. Et ça veut dire, oh, je suis content, j'ai fini de bosser. Voilà. Oui, mais il y a des manières plus sérieuses de communiquer avec les extraterrestres. Oh, je ne sais pas si je vais oser. Mais c'était dans un film, Sabrina, n'est-ce pas? C'était quel film, déjà? La soupe aux choux. Ouais. Vous savez Eh le oui, film le film avec avec Louis de Funès, Jean Carmé, Jacques Villeray? Ouais. Dans le film, il communique avec les... Les vents stellaires, Laurent, les vents stellaires, je vais en faire un. Voilà. Mais c'est vrai que dans les films, à part ces méthodes-là, ils n'ont pas trouvé grand-chose d'autre pour communiquer les extraterrestres. Quoi. Alors on va revenir à des choses un peu plus sérieuses maintenant, Pascal. Oui, on va parler des témoignages d'enlèvement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Et parfois même, ils ont l'air tout à fait sérieux. Vers 7h, 7h15, j'ai vu un gros appareil passer au-dessus du tracteur, au-dessus de moi, là. Et il était lumineux. Il a fait un tour jusqu'à l'antenne. Et il est revenu. Après, il a repassé encore au-dessus de moi. Il est reparti au-dessus du bois. Coup de chance, les E.T. n'ont pas voulu de Jean-Michel. Cet agriculteur français, de toute façon, il n'aurait été qu'un anonyme de plus parmi les centaines qui affirment chaque année dans le monde avoir été kidnappés par les extraterrestres. Et bizarrement, les témoignages concordent que l'enlèvement ait lieu en Europe, en Asie ou en Amérique. Même scénario, même détail, comme dans le témoignage de cette Israélienne qui intrigue tous les scientifiques. Dans un des cas, j'ai vu l'OVNI atterrir près de moi. Une porte s'est ouverte. Pendant un instant, j'ai eu très peur. Il y avait là deux êtres d'environ 1,80 m qui ressemblaient tout à fait à des humains. Ils étaient assez beaux. Ils m'ont alors emmené vers la Lune. Ils m'ont couvert la tête d'une sorte de casque en plastique ou en plexiglas, avec un rebord circulaire percé de petits trous. Le témoignage de cette femme peut faire sourire, mais elle a vécu l'enlèvement type. Il se passe généralement de nuit. Le sujet se sent paralysé et perd les mémoires du temps.
Les E.T. ne font pas de détails, ils enlèveraient chaque année de plus en plus d'humains. Le nombre de cas s'est multiplié par 10 toutes les décennies. Il y avait quelques centaines de cas à la fin des années 70, et maintenant, on ne peut plus recenser les cas maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est que le premier enlèvement a eu lieu le 31 août 1947 dans la campagne brésilienne. Ce qui n'est vraiment pas une surprise vu qu'à l'époque, on recensait jusqu'à 160 observations d'OVNI en une journée, rien que sur le continent américain. Les témoignages ne manquent pas, mais aujourd'hui les ufologues et les scientifiques ne retiennent que les récits obtenus sous hypnose, pour le moment considérés comme les plus fiables, mais aussi les plus troublants, comme celui de Linda, new-yorkaise, plusieurs fois enlevée. Ils me font peur. Je veux rentrer chez moi. Juste rentrer à la maison. Ils n'ont pas de cheveux. Leurs yeux sont enfoncés, de grands yeux noirs. Là encore, la description ne diffère pas des centaines d'autres recueillis dans le monde depuis 50 ans. Les petits hommes verts ne sont plus verts, mais gris. Ils mesurent entre 80 cm et 1,20 m, possèdent 3 ou 4 doigts à chaque main et de grands yeux noirs en amande. Deux témoignages troublants diffèrent de tous les autres. Une Finlandaise, Betty Andrason, aurait été kidnappée et directement emmenée dans une maternité extraterrestre. Plus fort encore, le 31 octobre 57, un avocat sud-américain est carrément forcé de faire l'amour avec une E.T. qui disparaîtra tout de suite après. L'avocat affirme que 3 mois plus tard, la mère est venue lui présenter le bébé né de cette union. Les chercheurs ont même réalisé une reproduction de cet enfant mi-homme, mi-extraterrestre. Alors, une question se pose, sont-ils déjà parmi nous? Il était juge, il a été président de tribunal, il est convaincu d'avoir rencontré les E.T., mesdames et messieurs, Bernard Bidot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Asseyez-vous. Bonsoir Bernard Bidot. Bonsoir. Laurent le disait, vous étiez magistrat, oui. Vous avez présidé un tribunal, oui. Et puis vous avez décidé en 1976 d'écrire un livre sur ces témoignages d'enlèvement dont on vient de voir quelques exemples. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. J'ai rencontré les hommes en noir. Donc, évidemment, je peux les passer... mêmes que tous ceux dont on a entendu parler. Exactement, exactement. Ils n'étaient pas 2, ils étaient 3, comme il l'a signalé tout à l'heure. Il est certain que ça fait un drôle d'effet. On a beau étudier ce phénomène sur le coup, j'en avais jamais entendu parler, parce qu'on n'en parlait pas encore, si vous voulez. C'est après que je me suis rendu compte que dans les livres, on en parlait. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui disaient rencontrer ce genre de personnages. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir comment on pouvait correspondre avec eux. En fait, ils ne parlent pas. Ils transmettent par transmission de pensée. Télépathie. C'est-à-dire, on reçoit, si vous voulez, le message en français, si on est français, moi en français, vous recevez le message dans votre tête. Et ces personnages m'ont dit, vous arrêtez d'écrire votre livre. C'est un ordre. Bon. Et puis ils étaient dans une voiture et ils ont disparu. La voiture a disparu, tout a disparu. Je conduisais, donc je me suis arrêté pour voir si j'étais pas fou. Et quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait plus de circulation. Et c'était dans la région parisienne à midi. Là, il n'y avait plus de circulation. L'impression d'être dans un autre temps, si vous voulez. Et j'ai pas écouté, si vous voulez. J'ai continué à écrire mon livre. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Parce que je me suis dit, j'ai rêvé, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah. J'ai continué à écrire mon livre et je suis tombé très gravement malade. Il a fallu me supprimer l'audition dans l'oreille gauche. Sorte de symbole, je n'avais pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que vous l'avez interprété. J'ai arrêté d'écrire mon livre. Point. Parce que vous avez eu peur? Ah ben, il vaut mieux. Vous savez, ils étaient vous savez, ces personnages, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains. Il y avait quelque chose qui était... Vous, monsieur le juge, on est clair, vous pensez que les E.T. existent parmi nous aujourd'hui, dans la population, si j'ose dire? E.T., ça veut dire extraterrestre, et je ne suis pas persuadé qu'il s'agit d'extraterrestres. À mon avis, il est possible qu'il y ait des extraterrestres qui viennent d'autres planètes, admettons. Nous visiter, quoi. Nous visiter, bon. Mais il est possible aussi qu'il y ait autre chose. On a affaire, je crois là, à un phénomène énorme, incompréhensible, mais à une intelligence supérieure qui nous visite depuis des milliers d'années. Donc, ils sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais qui, ils? Ils. Ce que vous appelez des ovnis. Ce phénomène, moi j'appelle ça un phénomène global, si vous voulez. Il englobe, si vous voulez, aussi bien les hommes en noir que tout ce que vous voudrez, les enlèvements, tout ça, ça fait partie du même phénomène. Un jour, j'ai rencontré un officier supérieur de la gendarmerie qui s'occupait du phénomène des enlèvements et
Il m'a dit, ce phénomène est tellement dramatique sur la planète que les gouvernements, pour ne pas semer la panique, préfèrent étouffer le phénomène en entier pour ne pas arriver à parler de ce phénomène d'enlèvement, qui, lui, croyez-moi, est dramatique. Mais pourquoi c'est dramatique? C'est dramatique. Je vais vous prendre un exemple. Aux États-Unis, ils ont un service qui s'occupe que des personnes enlevées, recherche aux familles. Ouais, bon. Les gens qui disparaissent du jour au lendemain, quoi. Il reste toujours un pourcentage de gens où il n'y a aucune explication. Aucune explication. Aux États-Unis, ils estiment, si vous voulez, que depuis la fin de la guerre, il y a 2 millions de cas absolument inexplicables. Pour moi, je trouve ça énorme. Donc, c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a 2 formes d'enlèvement. Il y a les enlèvements définitifs, dont on vient de parler très rapidement, et il y a aussi les enlèvements provisoires, ce qu'on appelle les abductés. C'est-à-dire tous les gens qui disent avoir été emmenés dans leur chambre, dans un engin, avoir subi tout un tas d'expériences. Vous ne pensez pas, par exemple, que le fait qu'on lise des récits d'enlèvement fait que certaines personnes impressionnables peuvent ensuite se persuader qu'elles ont été enlevées et puis raconter un peu la même chose? Si vous voulez, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. En 1915, vous avez 23 soldats anglais qui regardent manœuvrer 800 autres soldats. Il y a un brouillard qui arrive, les soldats passent dans le brouillard, plus personne. On n'a plus jamais retrouvé... 800 ont disparu. 800, mais d'un seul coup. Avec les armes et bagages, etc. En 1970, le sous-marin français, je parle que des Français, Eurydice, en 1970, face à Saint-Tropez, vous connaissez aussi Saint-Tropez, c'est pas profond. Non. Il a disparu complètement. Corps et bien. Des sous-marins atomiques américains, russes, des cuirassés. La Lloyd, qui est la plus grosse assurance anglaise, estime à entre 150 et 300 bateaux de 5000 à 10 000 tonnes qui disparaissent par an. Waouh, waouh, waouh. C'est pas du piratage, c'est pas des choses comme ça, parce que... Le phénomène est trop gros. Est trop gros, puis surtout, tous les bateaux, quand ils ont un problème, ils lancent des SOS, et là, il n'y a jamais de SOS. Donc, tout ça est quand même bien inquiétant, tout ce que vous nous racontez. Hein, oui, c'est pour ça que ça m'a amené. J'ai bien demandé avant si je pouvais en parler. Oui, oui, mais vous pouvez en parler. C'est inquiétant, à mon avis. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être la raison pour laquelle tous nos gouvernements, depuis si longtemps, essayent de freiner, de mettre le blackout là-dessus. Bon. Parce qu'on ne le gère pas. Mais moi, j'ai une histoire vraie aussi. En 1995, il y avait 3 jeunes garçons qui chantaient très très bien. Je les ai kidnappés, je les ai amenés sur ma planète. Depuis, vous n'avez plus jamais vu les Toubistries. Un mot de la fin humoristique, ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est... Ce soir, on avait envie, dans Il n'y a pas photo, de prendre le dossier à bras-le-corps et d'en parler, même si on a fait quelques incursions dans l'humour, comme d'habitude. Mais c'est vrai que tout ça est quand même bien troublant. En tout cas, c'était bien intéressant. Merci Bernard Bidot. Merci Bernard Bidot. Sandy, vous avez rencontré les ovnis, mais on va vous rencontrer, vous, sur les scènes et dans les shows bientôt, parce que vous avez un nouveau disque qui sort. Un nouveau single, dans un mois et demi. Oh, moins que ça, moins que ça. Bon. Moins que donc ça. Et puis juillet, août, une petite tournée. Tout l'été du Sandy Valentino, comme nanananananana. Presque, c'est ça. Ah, presque. Mais non, c'est pas ça, c'est pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi. Mais pourquoi, moi je connais moi. Bill, on vous retrouve tous les soirs, Monsieur Gilles Vautier, parce qu'on l'appelle Bill tous les soirs dans le Big Deal, mais derrière Bill, il y a un homme formidable, un type qu'on aime beaucoup, il s'appelle Gilles Vautier, c'est l'un des meilleurs copains de Vincent Lagaffe, qui a bien de la chance de l'avoir comme ami, et il est Bill tous les soirs, c'est aussi un formidable comédien. Avec beaucoup de talent. Gilles, d'avoir été notre invité ce soir. Et je vais pleurer. Et tu embrasses Vincent Lagaffe très fort de notre part dès demain. Et sur la joue aussi. Et vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu lundi prochain, même chaîne, même heure. On parlera des super mamans à quelques jours de la fête des mères. Salut, bonne fête de soirée. Bonne soirée.